Mon sujet en tant que photographe, c'est vraiment l'humain. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la relation que l'on a dans la société occidentale à la mort. Voilà, on est par rapport au Pérou, on est dans une société où on ne veut plus voir la mort, où tout est aseptisé. Donc c'est plutôt ça en fait qui m'a intéressée au début. Et puis après, en arrivant là-bas, je me suis rendu compte que, voilà, que tout le monde ne descendait pas de Louis XIV et que vous n'étiez pas tous des nobles. Respect. Pour moi, dans la chasse à courre, ce que j'ai vu, déjà ce n'est pas l'homme qui chasse, mais c'est le chien. Et une des réflexions que je me fais, moi, et qui m'a poussée à faire ce sujet, c'est de me dire, attends, où est le problème? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne des croquettes au chien, le chien est un carnassier, et l'homme bouffe du tartare. Donc, moi, je suis pas... c'est pour ça que je dis que je ne suis pas forcément pour ou contre
la chasse à courre, ce n'est pas le problème. C'est juste remettre les choses à leur place. Donc l'idée de ce livre, c'est de permettre à quelqu'un qui n'a jamais été à la chasse à courre et qui n'ira pas pour A ou B raison, de pouvoir suivre une journée en fait. Donc ce livre retrace une journée de chasse à courre à travers 60 équipages. Tout le livre, ça va être des textes en fait écrits par moi et qui vont aller de l'explication à qu'est-ce que faire le bois, à des dialogues que j'ai pu retranscrire, ou des sensations, les sensations quand on est en forêt. J'ai passé 3 ans et demi, enfin j'ai passé 3 ans à travers 60 équipages en France. J'ai vu une réalité qui est à l'opposé ou très loin de ce que j'entends et de ce que je vois aujourd'hui par rapport à des lois qui sont déposées ou des gens qui sont contre la chasse à courre et qui n'y connaissent absolument rien. Et ça m'est insupportable. Ce qui m'est insupportable, ce sont les a priori. Donc aujourd'hui, mon sujet est juste de montrer ce que j'ai vécu pendant 3 ans et demi, et de donner un regard le plus objectif. Alors en tant que photographe, on est tout le temps subjectif puisqu'on a un point de vue, mais vraiment, j'ai essayé pendant ce travail, déjà j'ai travaillé en argentique, c'est très important parce que j'ai 10 poses dans un film, que ça coûte extrêmement cher, et que ce sont des très vieux appareils, donc à chaque fois que je fais une photo, c'est une photo. Je ne fais pas 500 photos où j'en choisis une, celle qui est bonne. Donc voilà, j'essaye d'apporter mon éclairage en disant, voilà, aujourd'hui il y a un vrai sujet de société, c'est est-ce que on continue la chasse à courre ou pas. Voilà, ce que moi j'apporte aujourd'hui, c'est mon regard neutre, dans le sens où je ne suis pas veneur. Je m'appelle Cécile Burban, je suis photographe indépendante et en parallèle de commandes et de collaborations, je développe des projets documentaires. Dernière séance est une galerie de portraits de salles de cinéma de quartier en Afrique et de ceux qui mènent un combat pour les préserver, cinéastes et projectionnistes qui en sont devenus les gardiens, les veilleurs. Les très nombreuses salles de cinéma que comptait la ville de Bamako attestent du rôle important qu'a toujours tenu le cinéma, à la fois art et infrastructure, loisirs et ciment social. Les salles que l'on peut voir dans cette série sont photographiées au Mali, au Togo, au Burkina Faso et à Madagascar, et sont des lieux entre deux statuts, pas tout à fait abandonnés, mais pas encore réhabilités. Entre la mélancolie et l'espoir têtu de pouvoir à nouveau offrir à la communauté un lieu de rencontre, de découverte et d'échange intergénérationnel. Et derrière leurs murs se cache un binôme tissé avec un homme qui maintient malgré tout ses machines en état de fonctionnement, garde ses murs, développe des initiatives pour tenter de préserver une activité artistique. Et un lieu de rendez-vous, carrefour de rencontre de la communauté du quartier. Ce sont des espaces assez impressionnants. La plupart des salles pouvaient accueillir entre 800 et 1500 personnes, comme on peut le voir sur les images, et ont été rasées, remplacées par des supermarchés, ou sont passés du statut de lieu de culture à lieu de culte pour des prêches religieux. Ils témoignent donc d'une culture mise à l'écart. On pourrait résumer le propos de cette série en disant que si les hommes construisent des espaces, certains espaces peuvent eux aussi contribuer à la construction de l'humain. C'est pourquoi il y a quelques individus continuent de les défendre et de développer des initiatives pour tenter de les préserver.
C'est l'histoire d'un peuple, d'une tribu, d'une ethnie tout entière qui est en train de disparaître. Estimés à 280 individus dans le monde, les Tsatanes, ces éleveurs de rennes, font partie des derniers humains considérés comme des chasseurs-cueilleurs. Depuis 2011, de nouvelles lois leur interdisent de chasser, de se déplacer sans autorisation, ni même de couper du bois de la taïga. Ce n'est pas seulement leur subsistance qui est menacée aujourd'hui, mais la survie de toute leur culture, considérée par les ethnologues comme le berceau du chamanisme et les ancêtres des Amérindiens. Je leur rends visite régulièrement depuis 7 ans, et l'année dernière, j'ai partagé leur quotidien pendant un mois. J'aimerais alors vous poser cette question qui m'obsède. Lequel d'entre eux sera le dernier Tsatan ? Le projet Voix est né en Mauritanie parce que j'ai découvert que là-bas, il n'y avait pas de salle de spectacle, pas de galerie d'art, que c'était la charia qui faisait la loi et qu'elle interdisait beaucoup de choses en matière de création. Par exemple, il est interdit dans l'islam de créer une ombre parce qu'une ombre peut potentiellement appeler les djinns, qui sont les esprits mauvais. Et pourtant, malgré ces difficultés-là, ces interdits, il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des musiciens qui se débrouillent pour déjouer ou jouer la contrainte. J'ai décidé de faire leur portrait au grand angle pour montrer la place qu'ils occupent dans leur environnement. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois au centre et un peu perdus dans le décor, parce que c'est un décor qui les inspire, mais qui les limite aussi. Après la Mauritanie, je suis partie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Iran et à Madagascar pour traiter d'autres types de contraintes. Faire les portraits d'artistes qui sont, eux, contraints soit par des problèmes économiques, géographiques, politiques ou religieux, mais qui au fond ont quelque chose en commun, c'est que ce sont des résistants. Parce qu'il est difficile de créer pour eux, ils ont un rôle social et politique très fort. À travers l'impossibilité de créer, c'est l'impossibilité de s'exprimer, au fond, dont il est question. C'est un projet en cours et au long cours, parce que les pays sous contrainte sont légion. Mais j'espère peu à peu contribuer, à ma petite échelle, à faire entendre ces voix qu'on n'entend pas, ou en tout cas pas assez.